Ce matin-là, Jean-François Suas, pilote de bateau, part à la rencontre d'un paquebot unique au monde. À l'approche, on appréhende à peine la taille de sa démesure. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous voyez un bateau comme ça arriver à Marseille ? Alors, je suis à mon tour un marin, donc effectivement, je suis fasciné parce que c'est quand même le plus gros. Il a un design assez extraordinaire, l'arrière est ouvert, c'est vraiment le bateau un peu de tous les superlatifs. L'Allure of the Seas est le plus grand navire de croisière de la planète. 360 mètres de long, 6000 passagers, 25 restaurants, 2 simulateurs de surf. Un gigantisme américain d'ordinaire réservé aux Caraïbes qui fait désormais escale à Marseille depuis le mois de mai. Il y a eu 5 ports de choisis en Méditerranée, il y en a eu 5 sur les Caraïbes, donc il n'a fréquenté que 10 ports depuis sa naissance, dont celui de Marseille. La grande fierté en tant que Marseillais, c'est de voir que des gens pourront quitter Marseille avec une image renouvelée, et donc une attractivité nouvelle et un rayonnement à travers le monde. Toutes les semaines, le géant des mers s'arrête dans le port de la capitale provençale. Une fois les 100 000 tonnes du paquebot solidement amarrées à la terre ferme, les milliers de touristes peuvent enfin débarquer pour visiter les rues de Marseille. Une première photo souvenir. Un petit sourire. Merci. Et ces visiteurs rejoignent les bus à destination du centre-ville. Des flots de touristes du monde entier à contre-courant de la mauvaise réputation de Marseille, qui voudrait la ville sale et dangereuse. Selon Kevin, l'un des managers de la croisière, aucun de ces étrangers n'en a jamais entendu parler. Nos petits préjugés franco-français sur Marseille, vous les oubliez totalement. À bord d'un navire comme celui-ci, on est à l'échelle du monde. Tous les matins, quand on arrive à Marseille, à chaque fois, je leur dis, sortez sur les ponts, vous allez voir la côte qui est absolument superbe. C'est une des plus belles arrivées de toute la croisière. Le point commun des voyageurs, un pouvoir d'achat important qui leur a permis de se payer une croisière à 2 000 € par personne. Désormais, des visiteurs du bout du monde viennent découvrir Marseille, alors qu'avant, la ville se contentait d'un tourisme européen. Vous venez d'où ? Égypte. Égypte, c'est super. Nous venons d'Israël. Aruba. Où est-ce que c'est ? C'est une île au large du Venezuela. New York. Première fois à Marseille ? Oui, Et vous pensez quoi de la ville ? très sympa. C'est très beau. J'aime les femmes d'ici. Après la corniche, le clou de la visite, c'est bien sûr Notre-Dame de la Garde et la Bonne Mère, sainte patronne des Marseillais. Les touristes, comme ces Brésiliens, sont époustouflés. Félicitations, cette ville est magnifique. Je suis très surpris. Je ne pensais pas que c'était beau à ce point-là. Le nombre de touristes à Marseille a doublé en 3 ans. La ville accueille aujourd'hui 5 millions de visiteurs chaque année. Il faut dire que l'État, la région et la mairie n'ont pas lésiné sur les moyens. Toute une partie de la cité s'embellit et progresse. Depuis 2013, le centre a été entièrement rénové et sécurisé pour accueillir les nouveaux touristes. Les plus beaux ambassadeurs du renouveau de Marseille, ce sont les nageurs du Cercle. Depuis 3 ans, c'est devenu la meilleure école de natation au monde qui accueille des athlètes hors normes. Champion du monde, champion du monde. Voilà, c'est Marseille qui gagne à l'échelle mondiale. En exclusivité, nous avons pu passer quelques jours dans les coulisses de cette écurie de champions, en compagnie des beaux gosses du sport international, Florent Manodou, Camille Lacour et Frédéric Bousquet. La saison a démarré. Le renouveau de la ville, c'est aussi une grue à chaque coin de rue. Marseille est le plus grand chantier de France. Mais cette rénovation se heurte de plein fouet à l'une des difficultés locales. Les projets sont gangrénés par le racket. Il y a 2 gamins qui vont menacer de mort ici. Si on travaillait, qu'ils nous coupaient les jambes, tout ça. Le nouveau Marseille est en réalité à 2 vitesses. Pendant que le Vieux-Port et le front de mer rayonnent, d'autres arrondissements décrochent. En plein centre, il y a même le quartier le plus pauvre de France, le 3e arrondissement. Le trafic de drogue y est florissant. Les policiers tentent chaque jour de reconquérir les immeubles tombés aux mains des dealers. Vous savez que vous pouvez tomber pour trafic de stupéfiants, là ? La 2e métropole de France est à la croisée des chemins. Après des décennies d'abandon, Marseille va mieux. Bienvenue dans votre suite. Merci. Écartelée entre sa rénovation et ses vieux démons, Marseille sera-t-elle un jour une ville comme les autres ?
À Marseille, une immense star française peut parfois se cacher derrière une devanture anonyme. Allez, on va essayer. Camille Lacour, chérie de ces dames et des bassins, au palmarès aussi séduisant que son sourire. Allez, on lève au fur et à mesure. Parfait. Double champion du monde de natation, option 50 mètres d'eau. Ses yeux bleu piscine font le bonheur des marques et de ses assistantes. Une centaine de shootings au compteur, mais il fait encore de petites erreurs. Oh merde. Oh mince, il y a du fond de teint partout. Camille! Donc ça, c'est la stressée, et nous, on est détendus en fait. Je vais essayer de le faire, mais je pense que tu es pour. Et le vrai plaisir, c'est quand elle fait le repassage pour moi. C'est le meilleur moment du shooting. Oh, attention, c'est chaud quand même. C'est bon, tu es repassé. Parfait. Tu peux y retourner. Il y a encore peu, ce shooting n'aurait jamais eu lieu à Marseille, mais à Paris, dans un studio photo spécialisé. Désormais, la ville change, entraînant dans son sillage toute une nouvelle économie. Souriant, léger en fait, juste un peu les lèvres. Qu'il ait l'air serein, content. Si Camille Lacour est devenue une icône bien au-delà des frontières de la natation, c'est aussi grâce au travail de son agent, Jean-François Salessi. Camille, il a dépassé les frontières de son sport. Aujourd'hui, de nombreuses marques se battent pour avoir Camille Lacour. Il représente le glamour, même au niveau international, une forme de French touch. Les grandes marques font des nageurs leurs ambassadeurs, comme ce fabricant de téléphones portables qui a tenu à offrir à Camille le dernier modèle de sa collection. Si on ne sait pas où on va, on se rappelle d'où on vient. Et moi, j'ai connu Camille avec le Nokia 5260, la Fiat Punto, et c'était il n'y a pas si longtemps. Hein. C'est difficile de ne pas prendre la grosse tête avec tout ça ou... Je l'ai prise. Je me pose pas la question, m'en fous, j'emmerde les gens. Non, bah, c'est pas, non, juste il suffit de profiter sans oublier d'où on vient. Et avec les gens qui m'entourent, je risque pas de changer. Humble et souriant, Camille sait ce qu'il doit à Marseille, sa ville d'adoption. J'adore cette ville, j'adore le caractère qu'elle a, même si quelquefois ça déborde, mais voilà, je préfère une ville à caractère qu'une ville trop lisse. Ciao Cam. Les nageurs marseillais sont les beaux gosses du sport mondial. Florent Manodou, Camille Lacour, Fabien Gillot, Frédéric Bousquet ont tous en commun d'être bardés de titres et de tatouages. Mais aussi d'appartenir au même club, le prestigieux Cercle des nageurs de Marseille. Sur la corniche, au sud de la ville, le club bénéficie d'un cadre à couper le souffle. Pour la première fois, une caméra a pu filmer les coulisses de cette usine à champions. Fondé en 1921, le Cercle des nageurs était au bord de la faillite il y a 10 ans, avant de devenir en quelques années la meilleure école de natation au monde. L'un des artisans de cette réussite internationale, c'est Paul Leccia, le patron du Cercle. Champion du monde et champion olympique en plus. Plusieurs fois champion du monde et plusieurs fois médaillé olympique. Une suprématie qui fait rayonner Marseille à une échelle sans précédent. Et ces jeunes garçons, ils représentent l'avenir, ils représentent Marseille, ils représentent la France. Voilà, c'est Marseille qui gagne à l'échelle mondiale. Au Cercle des nageurs, les membres anonymes côtoient les étoiles de la natation. Vous voyez là-bas, vous avez des gosses qui s'échauffent et ils s'échauffent là et ici vous avez les champions qui nagent. Et donc, ils se côtoient régulièrement. C'est ce qui me plaît. Ça, quelque part, ça leur fait du bien pour avancer. Avant de sauter dans la piscine, il y a toujours la séance de torture pour les nageurs. La musculation, un enjeu crucial. Oh, c'est pas possible. Ça fait mal aux épaules. Être champion olympique de natation ne s'improvise pas. C'est l'un des sports les plus durs physiquement. Tu vas te faire mal, t'es con toi. Tu vas te piquer le dos. S'il y a un secret à toutes les victoires de Marseille, c'est d'avoir transformé une discipline individuelle et solitaire en sport collectif. Ailleurs, chaque nageur a son propre entraîneur.
Ici, c'est Romain Barnier qui coach tous les champions. Donc si vous essayez de comprendre un peu la logique, 4 fois 100 de préparation, 4 fois 50 d'exploitation. Chaque semaine, ils enchaînent des dizaines de kilomètres de carreaux, du nom de ce qu'ils voient au fond de la piscine. La saison a démarré. La mise à l'eau est joueuse. Mais à l'entraînement, les nageurs se défient pour mieux se stimuler. Fab, c'est bien, t'as 2 moments de 5 minutes dans l'entraînement, fais-les bien comme ça, c'est parfait. Les enjeux sont de garder notre âme collective, c'est de réussir des sélections olympiques où on va pouvoir emmener un maximum d'athlètes marseillais. Contrairement à ces nageurs, Romain Barnier est né à Marseille et il est fier de pouvoir participer à redorer le blason de sa ville. Ils viennent tous de plein d'endroits et aujourd'hui ils se sentent marseillais, c'est ça le plus beau et ils rendent Marseille fier. Donc oui, il n'y a pas mieux comme rêve pour un minot marseillais que de faire gagner Marseille. L'entraînement fini, l'ambiance de franche camaraderie reprend le dessus dans l'équipe. Comme lors de cette petite incartade entre Florent Manodou et Camille Lacour pour un simple tapis de gymnastique. Lacour, il a jamais ses affaires. Il n'a jamais ses affaires, la preuve, il est obligé de me piquer mon tapis. Et moi, je peux même pas m'étirer, je peux même pas être professionnel. Moi qui m'étire tout le temps à chaque fin de séance. Il le sait, c'est pour ça qu'il rigole. Là, il rit jaune, là, il est jaune. Si t'es championnat du pour un centième, ce sera grâce au tapis, tu le sors. Et je te le rappellerai. Si tu l'es pas de 1 centième, je saurais te rappeler aussi. Voilà, ça se joue à pas grand chose. Lui va l'avoir et moi non, parce qu'il me vole mon tapis. Les nageurs s'arrachent à Marseille. Et leur entraîneur doit gérer des centaines de sollicitations quotidiennes. Est-ce que vous pouvez faire une photo là, ici, dans 3-4 minutes, avec les gens qui sont là? Elle vient mettre les muscles sur les photos. Alors on a Camille Lacour et la doublure de Camille Lacour. Voilà, c'est ça. Pour les cheveux, allez bien. Et tais-toi. Faites vos photos, c'est pas pour moi. Sur plaisir, allez-y les filles. Moi c'est Florence, je montre à ma fille une photo avec Florence. C'est bon? Ouais, super. Attends, juste plaît. À la fin de la journée, après des heures d'efforts physiques intensifs, les athlètes peuvent enfin profiter des plaisirs marseillais. Les nageurs du cercle habitent tous dans l'un des plus beaux quartiers de la ville, autour du Vallon des Aufs, dans le 7e arrondissement de Marseille. À la sortie de l'entraînement, Florent Manodou, le nageur français le plus titré de l'histoire, prend un cours de guitare avec son ami David Walters. Ça faut en faire pour savoir. Un moment de détente précieux pour quelqu'un qui s'entraîne 40 heures par semaine. Merci, bonsoir. Qu'est-ce que ça va être bon d'être rocker, putain. C'est mieux d'être rocker ou d'être nageur? Franchement, je pense que la vie de rocker, elle est mieux. Pourquoi elle est mieux la vie de rocker? Parce que c'est plus de kiff, je pense, et moins de contraintes. Florent Manodou habite à Marseille seulement depuis 4 ans, mais il défend lui aussi l'image d'une ville très malmenée. Mes amis me disent, mais en fait, c'est pas comme on l'a décrit à la télé, etc. Je dis, mais oui, mais il y a toujours une part de vérité, mais il y a aussi quelque chose de caché. Et là, la face cachée, malheureusement, c'est la bonne face de Marseille. Donc, nous, on est déçus, Marseillais, que ce soit vu comme ça, mais après, nous, on profite et on se dit que c'est un peu que pour nous, donc on est contents. L'athlète préféré des Français est tombé amoureux de Marseille, mais aussi du sport local. Plusieurs fois par semaine, le nageur rejoint ses amis dans un bar. Le Troquet est aussi modeste que Florent Manodou est connu. Marseille et son vocabulaire dans toute sa splendeur. Vas-y Minot. Voilà. C'est bon ça. Non, je pointe, là, faut serrer le jeu, attends. Allez. Plus qu'une partie de pétanque, il y a un enjeu ce soir. L'invincibilité de Florent Manodou, imbattable à tous les sports. J'ai jamais battu, même au flipper. Il sait même pas jouer au flipper. Mais il a comme on dit ici, il a une chatte comme ça. Et ça va être peut-être un moment historique. Donc je reste concentré. Ça fait 11-3. Et il aime pas perdre. C'est vrai? C'est sa particularité. C'est son ressort. Parce qu'il aime pas nager, mais il aime pas perdre. Alors il est obligé de nager. C'est vrai, Florent, tu pars jamais? On verra ce soir. Oh l'enculé de ça. Et une fois de plus, Florent Manodou sort le coup gagnant.
Je te dis, moi je suis un mec à pression. Ils vont nous gagner les bâtards. Ils sont importants ces moments-là? Ah oui, ils sont essentiels. On a une chance folle ici à Marseille, c'est de pouvoir être sérieux la journée, professionnellement, sportivement, etc. Et avoir ces moments de détente qui nous permet de repartir le lendemain encore plus fort. Les stars des bassins ont vite découvert ce que les Marseillais savaient déjà. Marseille est une ville qui se nourrit de plaisirs simples. C'est quand même une ville merveilleuse de générosité, de chaleur et de confort de vie. Après des années de Marseille bashing, les nageurs du cercle font rayonner l'image de la cité. Une ville qui, depuis 2 ans, a fait peau neuve. De nouvelles infrastructures ont transformé le cœur de Marseille, comme le musée du Mucem, ou le vieux port, rénové et rendu aux piétons. Il y a des rougiers, des poulpes, des sèches. Une transformation qui aurait été impossible sans la sécurisation du centre-ville. En première ligne, les caméras de vidéosurveillance. Plus de 1800 dans toute la ville. Elles symbolisent son renouveau sécuritaire. Il y a encore 2 ans, elles captaient quotidiennement des images de vols avec violence. Comme cet arrachage à l'entrée du métro. Ou cette agression pour dérober un téléphone. Mais aujourd'hui, les policiers de la brigade VTT s'ennuieraient presque. Les 80 agents à vélo, recrutés en renfort, ont asséché la délinquance du centre-ville. Avec 5000 interpellations par an, il n'y a presque plus de vols. Mais heureusement qu'il y a la police qui tombe, quoi. Parce qu'avant, c'était la guerre, quoi. Dans le centre-ville aussi, avant, c'était la guerre. Mais maintenant qu'il y a les caméras, c'est devenu plus calme. Les gens, ils ont peur de faire des trucs. Grâce à cette police de proximité, habitants et commerçants ont retrouvé la paix. Yves Bossens est une figure de Marseille. Il tient cette charcuterie depuis 35 ans et préside le comité du quartier. Et voilà. De son comptoir, il a vu Marseille changer de visage. Comment allez-vous? Ça va et vous? Ça se passe bien? Et vous savez, il y a quelques années, on entendait sans arrêt des agressions. Aux voleurs. Aujourd'hui, c'est rare. Et on parle beaucoup du renouveau de Marseille. Est-ce que vous le voyez? Énormément. Alors là, j'y crois énormément. J'ai vu que depuis 2013, il y a une population des touristes qui sont surpris de la qualité de Marseille. Cette habitante du quartier, elle, a un avis plus mitigé sur la rénovation de la ville. Mais il faut être clair, hein, la rénovation de la ville de Marseille aujourd'hui, c'est fait pour quelques nantis et du tourisme. Hein, mais c'est des intérêts qui sont absolument pas ceux du Marseillais lambda. C'est pas vous, c'est pas nous, c'est d'autres personnes. Voilà. Quand je vois que le vieux port, il a été refait, la calmière, ça a été refait. Il y a des tunnels pour circuler, c'est pas fait pour les touristes. Les touristes semblent en sécurité dans le centre. Mais dès qu'ils sortent des sentiers balisés, ils s'exposent aux vieux démons de la cité. Si Marseille se développe, une partie de la ville semble abandonnée par les pouvoirs publics, comme le 3e arrondissement, qui est le quartier le plus pauvre de France. Sébastien est brigadier-chef à la brigade de sécurité du territoire du 3e arrondissement, la BST3. Vas-y. Son équipage vient de recevoir un appel radio pour vol à l'arraché sur des vacanciers. Prévenus tardivement, les policiers renoncent à poursuivre les suspects pour s'occuper des 2 victimes, traumatisées. Non, c'est moi qui ai été agressé. Ouais, c'est vous qui avez été agressé? J'avais une chaîne ici. D'accord. Personne n'est blessé? Ça va, madame? Ça va aller? Calmez-vous, madame. Rien, je suis vivant. Je suis vivant. Je suis arrivé à 73 ans et subir encore. J'ai dit, on est en retraite, on va être tranquille. Je dis, je vais aller voir ma petite fille. Et bon, voilà ce qui m'arrive. Ce couple de touristes voulait visiter Marseille. Mal orientés, ils se sont égarés dans le 3e arrondissement. À peine 10 minutes plus tard, le vieil homme s'est fait arracher sa chaîne en or. J'ai demandé à une personne pour aller direction du Vieux-Port. Il m'a indiqué là, on arrive là. Et ben là... C'est que le mec, il a traversé, il est parti par là en courant, mais il courait. Hein. Et soi-disant, il y avait un squatter qui l'a calmé. Selon Sébastien, pour un touriste agressé, ce sont des dizaines d'autres perdus pour la ville, empêtrés dans sa mauvaise image.
Ça nuit à l'image de Marseille. Hein. Même si les vols arraches sont en baisse permanente et constante, malheureusement, il y en a toujours qui se produisent et il suffit d'un vol arrache pour nuire à l'image de Marseille. Hein. Ça va un peu mieux, madame? Ouais. Allez, venez, on va se poser au commissariat. Il y a quelqu'un qui va vous recevoir pour le dépôt de plainte, d'accord? Il faut relativiser. Votre mari va bien, vous allez bien. Bon, voilà. Après, voilà, c'est... Le cas de ce couple est devenu rare à Marseille. Les agressions ont baissé de 20% l'année dernière. Maintenant, alors là, je crois que vous ne verrez plus. Hein. Vous ne verrez plus. Hein. Fini. Hein. On va repartir chez nous. Direction Toulon. Vite fait. Hein. Direction Toulon. Bah ouais. Si les vols à l'arraché diminuent, le trafic de stupéfiants est, lui, florissant dans le 3e arrondissement de Marseille. Tu as la sacoche? L'essentiel du trafic est alimenté par la seule et immense cité du quartier, Félix Piat. Un supermarché de la drogue qui génère 5 000 € de chiffre d'affaires par jour. Sébastien et ses collègues ont déclaré la guerre à ces dealers. Le commissariat a une implantation presque unique en France. Juste en bas de la cité Félix Piat. Jamais policiers et dealers ne se sont côtoyés d'aussi près. Une lutte de territoire où les succès se comptent en kilos de cannabis. Bonsoir, mesdames. Ça va, tout se passe bien? C'est pas trop embêtant? Ça va? Eh oui, bon courage, au revoir, madame. Pour protéger les habitants de la cité et enrayer le trafic, le combat est quotidien. Les dealers utilisent chaque centimètre carré de l'immeuble pour leur business. Là, par exemple, ils se sont appropriés les caves. Ils ont soudé des points, ici, et ils ont mis leur propre verrou, en fait, pour accéder aux caves. Les trafiquants se sont accaparés chaque placard, recoin ou gaine technique de l'immeuble pour y cacher de la drogue et même des armes. Ah bah tiens. Un fusil, une sacoche. Ils veulent pas garder ça à domicile, donc c'est mieux pour eux de le mettre dans les parties communes. Ce n'est pas une arme factice? Non, c'est pas factice. Cette carabine, 22 longs rifles, est une des armes favorites des délinquants. Mortelle, même à plus de 100 mètres. Les cités de Marseille sont armées, c'est pas une légende? Ah non, c'est pas une légende, bien sûr. Nous, on mène une guérilla urbaine contre eux, contre le trafic, mais entre dealers, c'est la même chose. C'est vraiment des guerres de terrain pour pouvoir prendre possession d'un point de vente, puisqu'il y a tellement d'argent en jeu. Si la Kalachnikov est l'arme la plus connue à Marseille, c'est la carabine qui fait le plus de victimes. Elle est utilisée dans la majorité des règlements de compte. C'est bon? Allez, t'es prêt? Allez, 1, 2, 3. Ce soir, Sébastien et ses 2 collègues ont prévu une opération pour arrêter un des dealers les plus actifs de la cité. Le mode opératoire des policiers est audacieux. Prenez un banal pantalon de technicien et mettez-le sur Johan, enquêteur aguerri de la BST. Salissez-le ensuite pour qu'il n'ait pas l'air trop neuf. Ah mais je sens que c'est trop propre, tu peux te cracher dessus. Johan va partir seul, à touchette, comme disent les policiers dans le jargon. Il va faire semblant d'acheter de la drogue pour interpeller le dealer, sans lui laisser le temps de s'échapper. Une stratégie dangereuse. Ça se déplie pas entièrement, mais bon, elle fait mal, hein. C'est essentiel. Hein. Sébastien insiste pour qu'il prenne sa matraque. Dans sa sacoche, il y a aussi une petite caméra. On cherche à se fondre dans la masse et à pénétrer dans le hall du bâtiment où ça deal. Voilà. Donc le but, c'est d'être le plus discret possible et que les choufs ne détectent pas la présence du collègue policier, afin qu'ils puissent se pénétrer tranquillement dans le hall et atteindre la position du charbonneur qui se trouvera certainement dans les étages supérieurs. L'opération est risquée. Johan va affronter Félix Piat sans gilet pare-balles pour le protéger. En face, les trafiquants sont armés et déterminés à protéger leur business. Son seul lien avec l'extérieur, l'oreillette de son téléphone pour communiquer avec Sébastien. C'est lui qui déclenchera l'arrivée des renforts. Attends, tu me dis quand tu veux qu'on commence à partir? Johan s'approche de l'entrée du hall.
C'est face à une silhouette dans la nuit que toute l'opération va se jouer. Comme si le quartier appartenait au dealer, l'homme fouille chaque client. Il y a le mec qui lui demande. Il y a le mec qui lui... Il doit s'assurer que Johan n'est pas un policier. Johan a déjoué la surveillance du guetteur. La porte passée, il est désormais en danger permanent. Ouais, vas-y, bombarde. Non, c'est bon, il est rentré. Sébastien doit rejoindre Johan au plus vite, qui à ce moment-là est seul dans Félix Piat. Derrière la porte, le dealer est là, en plein trafic. Le policier va tenter de l'interpeller sans attendre le renfort de ses collègues. Vas-y, fonce. Ça crie, vas-y. Bloque-le. Ouais! Tu es où? Allez, pousse! Grenade! Vas-y, pousse! Allez, pousse! Allez! Bouge pas, au sol! Bouge pas, je te dis, bouge pas! Il est où le produit? Là, j'ai! Il y a encore un peu de sup là, les collègues en ont là-bas. La tactique a fonctionné. Le dealer est arrêté avec le cannabis. Sébastien veut maintenant savoir si la locataire de l'appartement de repli est une complice. C'est-à-dire si elle a été payée pour accueillir le trafiquant en cas de descente de police. Écoutez-moi, là, vous savez que vous pouvez tomber pour trafic de stupéfiants, là. Est-ce que vous connaissez... Répondez à mes questions. Est-ce que vous connaissez ces personnes? La personne qui a été interpellée? La personne qui a été... Est-ce que c'est normal qu'elle soit venue chez vous avec du produit stupéfiant? Non. D'accord, vous... C'est pas normal. Il avait rien. On vient d'interpeller un charbonneur, on a du produit, de l'argent. Il y a des mecs qui se rapprochent du point. Il nous faudrait 1 ou 2 véhicules en soutien pour pouvoir s'exfiltrer avec l'individu et le produit. Tiens, gros. Ouais, reçu rapidement des effectifs en soutien. Mais à Félix Piat, sortir est souvent aussi difficile que rentrer. Moi, je me mets en protection avec le lanceur à l'écart, ok, d'accord? C'est bon? Plus personne? C'est bon? Attention, grenade, hein. Attention, ça caillasse à droite, attention les gars! Ouais, ben c'est droit, confirmé. Les habitants, ils sont contents qu'il y ait un plan d'intervention ou pas? Absolument pas, là. On les ennuie plus qu'autre chose. Hein. Quand vous interpellez un charbonneur, il y a au moins 50% de la cité qui est contre nous, hein. Au moins. Hein. Grâce à des tactiques sans cesse renouvelées, la BST a réussi son opération. De toute façon, on y arrive régulièrement. Après, on peut pas gagner à tous les coups, mais on arrive quand même. Il faut faire preuve de ténacité. Dans la voiture, le dealer endosserait presque le costume de la victime. Moi, j'ai des enfants, c'est juste pour acheter des couches à mon enfant, c'est tout. Et surtout, il en veut au guetteur du point de deal de ne pas avoir détecté Johan. J'étais tout seul, mais tu avais de la chance, parce que quoi? Non, enfin, il t'a laissé, hein. Le collègue, il t'a laissé monter, sinon, ça ne va pas passer, frère. Le charbonneur a de quoi être énervé. Il risque entre 2 et 3 ans de prison ferme en fonction de ses antécédents. C'est ce qu'il y a dans le sac. Sur la table, 500 grammes de résine de cannabis sous forme de savonnettes et de barrettes, soit environ 1 millier d'euros. Et 150 € en liquide, le fruit de seulement un quart d'heure de vente. Dans le sac en papier, une feuille de compte qui livre de précieuses informations. C'est la feuille du jour, où ils inscrivent toutes les transactions qui sont effectuées. Il y a 20 € qui a été donné pour le manger, donc c'est-à-dire qu'ils ont payé les guetteurs, le charbon en kebab, etc., etc. Vous avez le tarif nuit, 40 pour la nuit. Vous avez 50 pour l'appartement, donc certainement un appartement de repli. La femme chez qui le dealer s'était réfugié serait bien complice. Elle toucherait 50 € par jour pour servir d'appartement de repli. En 6 mois d'activité, Sébastien et ses 2 collègues ont interpellé 40 trafiquants et saisi 13 kilos de cannabis.
En plus du trafic de drogue, la plus vieille ville de France a aussi un gros problème d'insalubrité, avec près de 30 000 habitations dégradées. 40% de ces logements sont concentrés dans la même zone. Encore le 3e arrondissement. Notamment une rue qui n'a de luxueux que le nom, la rue de Versailles. Et au numéro 7, un voyage dans ce que Marseille connaît encore de pire. Un immeuble au bord de l'effondrement que l'on croirait à l'abandon. Une cour transformée en déchetterie. Allez, vous en avez 3 là. Au milieu des ordures, des seringues usagées. Ouria, une habitante, ne décolère pas. Ils viennent là, ils s'assoient, ils fument. Vous avez là le truc là, ils se mettent là, ils fument. Ils se piquent, ils jettent et les petits ils viennent. Et les petits ils croient que c'est un jeu. L'ascenseur, lui, n'a jamais décollé du rez-de-chaussée. À l'étage, les fenêtres sont cassées et les branchements électriques risquent le court-circuit. Ouria tient à nous montrer l'intérieur d'un des appartements de l'immeuble. 8 enfants en bas âge y vivent. Le balcon menace de s'écrouler à tout moment. Les petits ne sortent pas ici, non? Non, ils ne sortent pas ici. Ah oui, c'est depuis qu'ils ont cassé, non, ils ne sortent pas. Ça, c'est dangereux, ça. Depuis 1 an, certains locataires se battent pour obtenir une rénovation de leur immeuble. Séverine Decaux est leur avocate. Dans sa mallette, un document très compromettant pour les propriétaires des appartements. Les copropriétaires de l'immeuble 6-7 rue de Versailles, 3e arrondissement de Marseille, doivent, sous un délai de 6 mois à compter... En avril 2014, un arrêté de péril tombe sur l'immeuble. Les propriétaires ont 6 mois pour faire des travaux sous peine d'amende. Les locataires sont, eux, censés être relogés par la mairie de Marseille. 1 an plus tard, rien n'a été fait et tous les appartements sont encore pleins. L'immeuble est dans l'illégalité la plus totale. On ne pourra pas venir dire aux habitants ici que personne n'est au courant. On a un arrêté du 25 avril 2014 qui dit qu'ici les conditions sont absolument déplorables et dangereuses pour tous les habitants. Le bâtiment garde les séquelles d'un immense incendie qui a ravagé la cage d'escalier l'année dernière. Les pompiers avaient dû évacuer en urgence tous les habitants. Depuis, aucune rénovation n'a été engagée. L'immeuble est toujours aussi dangereux. S'il y a des morts, effectivement, ce sera la mairie qui sera responsable, les propriétaires. On pourra se retrouver effectivement devant une juridiction pénale pour que ces personnes irresponsables soient jugées pour homicide involontaire, absolument. On peut rentrer ? Oui. Aujourd'hui, Séverine Decaux se rend chez une famille qui vit dans l'un des appartements les plus dégradés de la rue. C'est l'humidité ? Oui. Les murs du salon sont constellés de champignons noirs toxiques pour la santé des habitants. C'est scandaleux, c'est choquant, d'autant que le propriétaire n'est pas venu, n'a pas fait les travaux, rien n'a été fait. Rien. Et que vous a dit l'inspecteur d'insalubrité quand il est venu la dernière fois ? Qu'est-ce qui va se passer ? L'inspecteur qui est passé, c'est monsieur. C'est l'inspecteur, oui. C'est vous ? Hasard de tournage, l'inspecteur d'insalubrité de la mairie est de passage dans l'immeuble ce jour-là. Ça fait quand même quelques temps que vous venez, ça fait 3 ans que vous venez, que vous envoyez des papiers aux propriétaires. Et on peut mettre des procès-verbaux. Des procès-verbaux et des amendes comme seule réponse. La mairie de Marseille serait-elle dépassée par l'insalubrité de la ville ? Comment vous expliquez une situation pareille ? Il y a 2 ou 3 ans de courrier et regardez De l'humidité, ouais. l'état de l'appartement. C'est dommage, moi j'ai pas de photo. L'état, je connais cet état, enfin, je connais d'autres quartiers de Marseille. Certes, il y a des problèmes d'insalubrité, mais si le logement n'est pas insalubre, c'est compliqué. Pas assez insalubre pour être traité. L'explication de l'inspecteur d'hygiène révolte Séverine Decaux. Il faut lui demander de venir vivre ici peut-être pendant quelques mois. Peut-être que là, il se dira c'est insalubre. Je sais pas, il faut venir voir les chambres, c'est une catastrophe. Voilà. Dans quoi les enfants dorment. Ça, c'est pas insalubre pour l'inspecteur d'insalubrité. 4 enfants vivent dans cette toute petite chambre. Se lavent dans cette salle de bain impraticable. Et souffrent de graves problèmes de santé. L'armoire à pharmacie déborde de médicaments pour soigner les troubles respiratoires.
C'est difficile, hein, parce qu'à chaque fois, les enfants ils sont hospitalisés à cause de l'humidité. Ils sont malades, d'accord, voilà. Tu n'as pas respiré. Vous regardez. Il a une autre crise de l'asthme. Voilà. On reste sans voix devant ça, c'est... voilà. Rue de Versailles, le renouveau de Marseille se fait toujours attendre. Ça serait bien qu'il y ait un peu d'argent qui soit dépensé aussi pour le renouveau du 3e arrondissement. 6 mois après notre tournage, la situation dans la rue de Versailles est toujours aussi catastrophique. Depuis 5 ans, l'État a pourtant débloqué plus de 3 milliards d'euros pour rénover Marseille. Mais l'essentiel de cet argent a été investi dans le centre-ville et les quartiers nord, à seulement quelques centaines de mètres du 3e arrondissement. Marseille n'a jamais été autant en travaux. Des dizaines de grues constellent le paysage. Mais une grande partie des chantiers sont confrontés à un problème récurrent. En mars 2015, la Une de la Provence va bouleverser le milieu du BTP et rappeler que le premier frein au renouveau de la ville tient en 6 lettres. Raquette. Les vols sur les chantiers représentent 50 millions d'euros par an dans le département. Intimidation, menaces de mort, vols, violence. La délinquance sur les chantiers marseillais a augmenté de 35% en seulement 1 an. La rénovation des cités et la L2 sont perçues comme une déclaration de guerre. Nous avons enquêté pour comprendre le fonctionnement du racket sur les chantiers de Marseille. Il s'agit en fait d'un système de chantage à l'emploi. Première étape, les dégradations sur les engins. Les racketteurs montrent aux ouvriers que le chantier est dangereux pour eux. Comme ici, sur un des tronçons de la L2, le futur périphérique de Marseille. Nous découvrons une foreuse carbonisée la veille. D'après le conducteur de travaux, l'agression n'a duré que quelques secondes. Donc c'est cocktail molotov direct. Apparemment, jusqu'en ressort, première constatation, en cocktail molotov, depuis la route. Donc pour vous, qui a fait ça? C'est des hommes. Ouais. Ouais, il est gardé, ils ont vu, les scooters et tout, quoi. Il vient, il remarque et tout, quoi. Après, il s'en va. Les jeunes du quartier auraient lancé des engins incendiaires sur cette machine qui perce les tunnels de la L2. Il s'agit de la plus grande foreuse d'Europe. Le coût de l'attaque est exorbitant. Ça vaut 1,3 million, 1,3 million euros. Les assaillants ont aussi brûlé 2 pelleteuses, 600 000 euros de préjudice supplémentaires et plus d'1 mois de retard pour le chantier. Devant la gravité de l'acte, le conducteur de travaux refuse de communiquer davantage et nous demande de partir. Non, je demandais si on pouvait prendre quelques images pour montrer à nos camarades. En fait, je n'ai pas le droit de vous parler. Ah, ok. L'omerta est totale. Le racket, tout le monde le subit, mais personne n'en parle. Pour terroriser les ouvriers, les agresseurs ne se contentent pas des dégradations. S'y ajoutent les intimidations physiques. On refuse systématiquement de travailler tout seul. Donc c'est pour ça que je suis avec mon collègue. Il y en a qui vont menacer de mort ici. Voilà. Le minimum syndical, ce sont des menaces de mort. Parfois, cela va beaucoup plus loin. Tous les jours, il y a une couille de toute façon ici. Si c'est pas les jeunes, c'est le matériel. Si c'est pas le matériel, dans le père d'en haut, les murs, ils ont arrêté, personne ne travaille. Ils ont bloqué le chantier. Mais sous la menace? Ouais, sous la menace, ouais. Si on travaillait, qu'ils nous coupaient les jambes, tout ça, pour mettre les braquets, la dernière fois, ils ont pris sa chaîne. Et ils l'ont braqué avec une arme? Ouais, avec une arme, une calibre. Les gens qui parlent de raquettes, c'est quoi? C'est raquette. On appelle ça comme ça, hein. Comme le mec qui est venu la dernière fois, qui dit si je travaille pas demain, tu pars pas besoin de terminer le soir. Ah ouais. C'est une raquette, ça. Pourquoi tous ces chantiers sont-ils attaqués? Pourquoi les jeunes des cités cherchent-ils à terrifier les ouvriers qui y travaillent? Nous sommes allés rencontrer ceux du quartier où la foreuse a brûlé. Ils refusent de parler de raquettes. Pour eux, il s'agirait d'un problème d'emploi. Madame, ils veulent travailler. Ils sont dans leur quartier. Les jeunes, ils ont 20, 25 ans. La plupart, ils sont nés ici. Vous imaginez, on vient travailler dans votre quartier. Vous n'avez pas de travail. C'est des travaux, excusez-moi, que tout le monde peut faire. C'est juste des jeunes qui ont envie de travailler. Donc ils descendent, c'est vrai, ils descendent, ils disent que le chantier s'arrête parce qu'ils veulent travailler. Après, pour moi, ils ont raison. Raquette, c'est un grand mot. Hein. C'est normal. Raquette, on n'est pas dans le banditisme. Il n'y a pas de raquette. C'est juste des jeunes qui ont envie de travailler.
Ces jeunes nous livrent la clé du système, l'embauche. Celui qui organise le racket envoie des petites mains attaquer les chantiers pour forcer les conducteurs de travaux à employer des personnes de la cité. En retour, les dégradations et les agressions s'arrêtent. Les entrepreneurs achètent ainsi leur tranquillité. Il y a quelques années, sur un chantier marseillais, nous avions réussi à filmer ce moment où tout se joue. Aujourd'hui, le mode opératoire est toujours le même. Le racketteur est à chaque fois le responsable d'une société de sécurité locale. C'est pas nous, parce qu'on est une boîte du secteur. Ouais. C'est légitime de prendre les personnes qui se trouvent autour du site, parce que le problème, c'est que ici, on a répété encore ce qu'on a dit, il y a beaucoup de personnes qui ne travaillent pas. Aux alentours, il y a 75% de taux de chômage ici. Ouais. Voilà. Et nous, on est là pour faire en sorte que les personnes travaillent. Après avoir parlé du chômage des jeunes du quartier, le discours se fait plus clair. Pour que le chantier ne soit pas attaqué, il faut prendre leur entreprise de sécurité. Si nous, on a envie de passer par une autre société de gardiennage. Allez-y, vous avez le droit, allez-y, prenez votre sécurité. Après les gremlins qui sont en haut, nous on ne les tient plus. Les gremlins, ce sont les jeunes de la cité voisine qui sont envoyés pour dégrader les chantiers. Le ton des racketteurs se durcit. Bien sûr, je t'ai dit, tu as tous les droits. Ouais, en plus, ces logements, ils vont être construits. C'est pour répondre à une demande. Il y a des gens qui cherchent des logements. Tu as tous les droits, sauf que c'est combien le prix d'appartement? Tu t'en battre les couilles, déjà ils n'ont pas d'argent. Certains essayent de résister aux pressions des racketteurs. Mais les conséquences pour ceux qui ne payent pas sont dramatiques. C'est la troisième étape, les menaces sont mises à exécution. Mehdi en a fait l'amère expérience. Il a presque 40 ans, dont 15, passés à diriger des chantiers dans les quartiers nord de Marseille. Il y a quelques mois, il a failli perdre la vie. J'ai un de mes gars qui crie mon nom et qui me dit attention, attention, ils arrivent, ils sont nombreux. Et je me retourne et je vois plein de gars cagoulés, avec des couteaux. Ils avaient une espèce de veste avec... je peux pas vous dire si c'était un fusil à pompe, mais voilà, c'était assez large comme ça. Personnellement, je dirais une canache. Je dirais en moins de 10 minutes, arriver avec des cagoules et armés, c'est vraiment des gars préparés à des meurtres, à des règlements de compte ou des trucs comme ça. Nous battre un jour comme ça, c'est fou, quoi. C'est le monde de fou. Terrorisé, Mehdi s'enfuit et se cache entre deux voitures, attendant que son supérieur vienne l'extraire en urgence. Depuis l'incident, Mehdi vit avec un contrat sur la tête. Il a porté plainte pour menace de mort et agression à main armée. Désormais, le chef de chantier est rentré dans le rang. Sur ses nouveaux projets, il embauche des jeunes du trafic de drogue pour acheter sa tranquillité. La meilleure méthode, c'est de voir voilà, le boss, quoi, le boss du réseau, et essayer de s'entendre avec lui directement. Et si je négocie directement avec les dealers et tout ça, j'ai plus de chances de rentrer le soir en vie, de voir ma femme et mes enfants que traiter avec la police, quoi. Chaque année, le racket à Marseille coûte plus de 50 millions d'euros au secteur du BTP. Devant l'ampleur du phénomène, un groupe de 3 magistrats et d'une dizaine de policiers a été créé. Leur mission, démanteler les réseaux de racketteurs marseillais. Leur premier fait d'armes, l'arrestation il y a quelques semaines de ceux qui ont attaqué la foreuse. 11 suspects interpellés pour extorsion de fonds en bande organisée. Ils risquent jusqu'à 10 ans de prison ferme. Malgré les difficultés, certains chantiers ont eux été menés à bien. À côté du Vieux-Port, derrière la mairie se cache le vaisseau amiral du renouveau de Marseille qui fait la fierté de la ville. Il y a 10 ans, cet imposant bâtiment était encore un hôpital. Il prend désormais soin des touristes les plus fortunés. C'est le premier hôtel 5 étoiles de la ville. Intercontinental Marseille Hôtel Dieu Farah. Bonjour, comment puis-je vous aider? Inauguré en avril 2013, après 4 ans de travaux et 100 millions d'euros investis, le Palace de Marseille propose près de 200 chambres ou suites et 3 restaurants. Ce jour-là, l'Intercontinental accueille un hôte de marque. Dans cette berline noire aux vitres fumées,
l'artiste français vivant le plus coté au monde, le sculpteur Richard Orlinski. Il est venu à Marseille avec son fils pour superviser l'installation de ses sculptures dans les plus beaux endroits de la ville. Bonjour Monsieur Orlinski, bienvenue à l'Intercontinental Marseille Hôtel Dieu. Je suis Jean-Bernard, le chef de réception. On est ravis de vous accueillir dans notre hôtel qui est situé dans un bâtiment du XVIIIe siècle. Si vous voulez bien me suivre, monsieur. Très bien, merci. Alors, vos impressions? C'est époustouflant, surtout l'arrivée comme ça. C'est un bâtiment immense. On dirait qu'il sort de l'histoire. Et puis avec toute cette verrière et cette rénovation résolument ultra moderne, non, c'est vrai, c'est bluffant. Pour son séjour marseillais, Richard Orlinski a réservé l'une des plus belles suites du palace. 333. Voilà, monsieur, bienvenue dans votre suite. Merci. Ah, c'est sympa. Je vous invite tout de suite à profiter donc de cette vue centrale sur Notre-Dame de la Garde et le Vieux-Port. C'est vraiment une vue imprenable et puis on voit la Bonne Mère. Là, on est vraiment... on est à Marseille, là. On peut pas se tromper. L'une des plus belles vues de Marseille, qui ne s'apprécie pas que du balcon. Je vais vous accompagner vers votre salle de bain, avec cette très belle baignoire sur pied qui vous permet, y compris depuis votre bain, de profiter de la vue également. Voir la Bonne Mère depuis votre baignoire vous en coûtera 700 € la nuit. Voilà messieurs, bon séjour parmi nous. Merci. Au revoir. Le sculpteur et son fils, habitués des palaces internationaux, sont conquis. Moi, j'adore le design. Ouais, c'est assez magique. La terrasse, là, c'est super tendance, quoi. On pourrait se croire à Barcelone. C'est Marseille, le nouveau Barcelone. Séduit par le luxe du premier palace de Marseille, celui qui expose dans les villes les plus branchées de la planète a décidé d'y faire installer l'une de ses œuvres phares. La Panthère rouge, dont la cote dépasse les 100 000 €. Et voici donc votre sculpture, fièrement installée face à Notre-Dame de la Garde, le Vieux-Port. Ouais. Richard Orlinski tient à sortir ses œuvres des musées. Ça permet de faire valoir un de mes concepts, c'est de savoir d'aller vers le public et que ce ne soit pas le public qui vienne au musée, du coup, de manière... C'est encore une notion de partage et on se prenne en photo, etc. Donc c'est toujours très agréable. Oui, exactement. Et puis ils prennent des pauses, ils se mettent en dessous. C'est assez drôle d'ailleurs. Ils jouent avec. Chaque emblème du renouveau de Marseille a donc eu le droit à sa sculpture de Richard Orlinski. L'Intercontinental, bien sûr, mais également le toit des terrasses du port. Inauguré en 2014, ce centre commercial flambant neuf est aussi le haut lieu des nuits marseillaises. Ah, c'est beau là. Waouh. Ce soir, des milliers de Marseillais sont réunis pour fêter l'installation d'une des œuvres majeures de Richard. Le King Kong rouge, dont le prix tutoie les sommets du marché de l'art. J'en ai fait un récemment qui s'est vendu aux enchères près de 700 000 €. Berlin, New York, Monaco, Saint-Tropez. Pour Marion, l'une des gérantes du rooftop, Marseille entre enfin dans le cercle fermé des villes mondiales les plus branchées. J'adore ces œuvres et normalement on les voit qu'à Saint-Tropez, Courchevel, Dubaï. Et je me suis dit, vraiment, ça y est, Marseille a la place qu'elle mérite. C'est pas que la pétanque, l'OM, c'est aussi une capitale de culture, de fête, de plaisir. Après cet événement endiablé, l'heure est désormais pour Richard Orlinski de regagner sa suite. D'un côté la Bonne Mère, de l'autre côté l'hôtel, il y avait une espèce de continuité. Et voilà. Et puis il y a ma sculpture au milieu, comme ça, en aparté. Mais non, c'est vraiment sympa. Un hôtel 5 étoiles et à quelques centaines de mètres, le quartier le plus pauvre de l'Hexagone. Un paradoxe qui résume bien la problématique marseillaise. Kenny Arcana, la star du rap marseillais, en a fait une chanson qui tourne en boucle dans la ville. Marseille redessinée par Euromède, venu chambouler toute la culture de la ville. L'écart se creuse, ressent la fracture qui s'ouvre. Marseille, capitale de la rupture.
La capitale de la rupture détient le record de France de l'inégalité. L'écart entre les plus riches et les plus pauvres est de 1 à 7 à l'échelle nationale. À Marseille, il est de 1 à 15.